Alors, avant de parler du dossier ukrainien, qui évidemment est l'enjeu principal et qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, parlons de ce qui est, ce qui est au menu de cette journée. On parle de rétablissement des relations, de la normalisation des relations avec les Russes. Quand on entend ça, on pense au rétablissement des relations commerciales. Vous parlez d'économie il y a quelques instants. Oui, l'économie, c'est le point faible de la Russie. Je ne pense pas que les États-Unis vont rétablir les relations commerciales comme ça du jour au lendemain. Comme j'ai dit, ils vont essayer de monétariser ça. Mais c'est quand même très fort. Parce que je vous rappelle que l'enjeu des négociations ne devrait pas être celui de reconnaître l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens, mais celui de geler le conflit. Ce sont deux choses différentes. Si les États-Unis maintenant reconnaissent, se mettent à dialoguer avec la Russie et rétablissent des relations plus ou moins normales avec eux pour atteindre un accord de paix, c'est de fait reconnaître l'annexion. Et ça, c'est très dangereux pour la communauté internationale en général, parce que ça démontrerait qu'un État plus fort peut envahir un État voisin et obtenir des résultats à travers son armée, ce qui n'est pas acceptable et ce qui est très inquiétant pour le futur. Je disais tout à l'heure, on n'a pas encore de réaction officielle depuis Riyad. Il va y avoir une conférence de presse normalement organisée à 13h30 heure de Paris. Donc dans moins d'une demi-heure maintenant, Marco Rubio et Sergueï Lavrov, qui sont les chefs de diplomatie respectifs, doivent prendre la parole depuis la presse, évidemment, devant la presse. Ils sont très attendus. Le Kremlin a déjà commenté l'issue de ces échanges. Moscou a dit s'attendre à une reprise des relations commerciales d'ici 2 à 3 mois. Ça pourrait aller aussi vite que ça va être aussi simple? Je pense que les relations commerciales seront progressivement rétablies si les Russes vont faire des concessions. Donc ça va être lié évidemment aux négociations entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'à un certain moment, l'Ukraine devra rentrer dans l'équation. On espère également les Européens. Pour le moment, l'Ukraine n'est absolument pas dans l'équation. Pour le moment, l'Ukraine n'est pas dans les équations, les Européens le sont encore moins. Et on verra s'ils rentreront plus tard. Probablement, les Américains veulent actuellement essayer de tâter le terrain, d'établir un lien avec la Russie, d'établir un lien de confiance, et ensuite, ils vont peut-être consulter les Ukrainiens et les Européens, mais en leur laissant un rôle marginal néanmoins. Vous voyez ça comme une première étape aujourd'hui? On envoie des émissaires, des hauts responsables, des chefs de la diplomatie, c'est pas n'importe qui non plus. Sergueï Lavrov et Marco Rubio qui s'entretiennent en vue de quoi? D'un vrai rendez-vous, ce tête-à-tête qu'on nous a déjà annoncé d'ailleurs entre Poutine et Trump? Oui, il y aura un rendez-vous probablement entre Poutine et Trump s'il y aura des concessions qui sont annoncées ou en tout cas qui sont négociées avant. Parce que pour que Poutine et Trump se rencontrent devant la presse, surtout la presse internationale, ils devront avoir quelque chose à prouver et donc ils devront avoir déjà obtenu des résultats dans les négociations. Là, on commence à tâter le terrain, on l'a déjà fait par téléphone à vrai dire, et puis probablement si les choses vont dans la direction souhaitée par Donald Trump, il y aura cette rencontre entre les deux présidents. Voilà, ça fait moins d'une semaine que Donald Trump a décroché le combiné pour parler à Poutine. On en est déjà là, on parlait du temps extrêmement court et de l'accélération. Il faut suivre le rythme là, et c'est peut-être aussi dans l'intérêt des Américains et de Donald Trump d'envoyer la sauce, comme on dit. Ça vient de tous les côtés, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe au final. Ben, il se passe que ce que Donald Trump a annoncé pendant la négociation, il disait qu'il aurait résolu le conflit en 24 heures. C'était bien évidemment pas vrai, mais il veut être assez rapide. Il veut montrer qu'avec lui, les choses changent très rapidement. Et effectivement, la politique de Washington est en train de changer radicalement, alors que chez nous, en Europe, on continue à faire des réunions, des sommets, mais on stagne, on est quasiment dans une situation de business as usual, parce que le dernier sommet de Paris qui s'est tenu hier n'a pas vraiment produit de résultats. On va en parler des Européens qui sont confinés dans leur rôle de spectateurs et qui ont du mal à en sortir effectivement, parce que la réunion d'hier n'a pas vraiment été un succès. On a vu de grandes divisions encore éclater au grand jour. Parlons de Trump. Son intérêt dans tout ça, c'est quoi? On parlait d'économie, de relations commerciales, peut-être d'attirer à lui les Russes pour les éloigner de la Chine. Ça, c'est envisageable? Oui, c'est envisageable. Probablement, Trump veut essayer de positionner la Russie de manière un peu plus équidistante par rapport aux États-Unis, mais je ne pense pas qu'il puisse imaginer que les Chinois et les Russes vont interrompre leurs relations, parce que la politique de Trump reste conjoncturelle pour les Russes. On ne saura pas qui sera président des États-Unis dans 4 ans. Les pays s'opposent frontalement. Mais il y a certainement cet objectif. Il y a aussi l'objectif de diviser les Européens, clairement, pour montrer qui est le patron. Il y a une antipathie patente vis-à-vis des Européens, Trump, et il veut probablement montrer qu'avec lui, les choses changent, alors qu'avec les Européens, avec Biden, avec les démocrates, les choses finissaient par stagner, et qu'avec lui, tout est différent. Voilà, il veut s'afficher un peu presque comme un révolutionnaire qui change la donne en peu de temps.
Victoire politique, on le disait, aussi énorme pour Vladimir Poutine aujourd'hui, qui ne communique pas encore pour le moment en direct avec Trump. Il n'est pas encore, il n'est plus un paria ou presque, parce qu'on accepte de nouveau d'échanger avec la Russie. Il est inespéré ce calendrier pour Vladimir Poutine, parce qu'on sait que les Russes sont à l'avantage sur le terrain ukrainien, mais on dit aussi que les sanctions qui ont mis longtemps à faire leur effet sur les Russes commencent à montrer des signes. L'économie russe est très affaiblie. On dit même que si on tenait l'effort de guerre encore 2 ou 3 ans, c'est toute l'économie russe qui s'effondrerait. Oui, il faut voir aussi si l'économie ukrainienne est en mesure de tenir. C'est vrai qu'elle est soutenue par les Européens. Elle était soutenue jusqu'à hier par les Américains. Mais il y a une question de nombre d'hommes. Il y a aussi une question de résilience des sociétés européennes par rapport au soutien qui est donné à l'Ukraine. Donc cette hypothèse d'attendre encore et de continuer à combattre pendant 3 ans me paraît quand même assez dangereuse. Donc finalement, si je vous suis bien, les Ukrainiens aujourd'hui, ils ont intérêt quand même à s'asseoir à la table et d'entendre ce que les uns et les autres ont à dire? Je pense qu'à certains moments, il fallait parler. Il fallait négocier. La position européenne était absurde, il faut l'admettre. C'est vrai qu'on est tous choqués par l'attitude de Donald Trump, mais il l'avait prévenu. Et qu'est-ce que les Européens ont proposé en alternative pour interrompre un conflit qui était enlisé alors que les Russes continuaient et continuent à grignoter du terrain? Rien du tout. Ils n'ont pris aucune initiative. À un certain moment, il faut regarder les choses en face. Où on décide en tant qu'Européens occidentaux de soutenir plus, de s'engager plus dans le conflit ukrainien pour que les Ukrainiens aient la possibilité de reconquérir au moins une partie de leur territoire, ou bien on négocie. Si on ne fait pas la première chose, il va bien falloir faire la deuxième chose. On ne peut pas rester dans ce conflit comme ça éternellement. Donc, à un certain moment, il fallait négocier. Alors, il faut prendre les propos des Russes, évidemment, avec beaucoup de méfiance et de prudence. On le disait tout à l'heure ici avec Bruno Darou. Il y a des déclarations qui sont faites depuis le Kremlin. Dmitri Peskov qui a dit tout à l'heure « Vladimir Poutine est prêt à négocier avec Zelensky ». Si nécessaire, que cache ce changement de position? Il y a eu quand même un évolutif dans le narratif, on va peut-être vous rafraîchir la mémoire. On note une évolution dans les positions des uns et des autres. Volodymyr Zelensky qui rejetait avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche toute discussion avec Moscou et Vladimir Poutine avait finalement déclaré, vous le voyez ici, le 4 février dernier, si c'est la seule façon d'apporter la paix aux citoyens d'Ukraine et d'arrêter de perdre des gens, absolument, nous nous assiérons face à Poutine. Ce à quoi le chef du Kremlin avait répondu par la voix de son porte-parole, il est hors de question, mon seul interlocuteur c'est Trump et ça restera Trump. Et puis là, finalement, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? C'est qu'en discutant avec les Américains, Poutine est peut-être prêt à discuter avec Zelensky. C'est en train de bouger, là, tout ça. Oui, c'est probablement une première concession que Poutine est en train de faire. Mais il faut savoir que dans ce genre de négociation, on part toujours de positions de principes qui apparaissent intangibles, on ne les modifiera pas. Mais l'objectif est ensuite de les modifier. Mais on ne le dit pas avant les négociations. Trump ne fait pas comme ça, apparemment, vu qu'il a déjà fait des concessions avant même que les négociations commencent, ce qui est extrêmement étonnant. Mais probablement, Vladimir Poutine a pris une position de principe. Il savait qu'à un certain moment, il aurait dû quand même négocier avec les Ukrainiens, et c'est pas lui qui décide qui sera le représentant des Ukrainiens à la table des négociations. Maintenant, il va montrer aux Américains que oui, il fait une petite concession. Effectivement, il pourrait discuter avec Vladimir Poutine, avec Zelensky. Parce que Poutine sait aussi que si Donald Trump accepte de rétablir les relations avec lui, tout peut changer très vite avec le président américain. On sent bien quand même cette volonté chez les Russes d'aller vite, d'aller dans ce sens. On sent une certaine forme d'urgence parce qu'on sait qu'à Washington, on peut changer son fusil d'épaule du jour au lendemain, non? Trump peut changer son fusil d'épaule, mais avec tout ce qu'il a dit en campagne électorale et après sa campagne électorale, il s'est quand même lié les mains. Parce qu'il s'est présenté comme l'homme de la paix. Avec moi, il n'y aura pas de soldats sur le terrain. Je vais arrêter d'aider l'Ukraine. Il l'a dit. Et Poutine sait bien qu'il va devoir respecter d'une façon ou d'une autre ses engagements électoraux. Et donc, il s'est un peu lié les mains tout seul. Et cela permet à Poutine d'avoir plus de cartes dans les négociations. Il est en position de force. Et les Américains se sont mis de fait en position de faiblesse. Ah, vous voyez les choses comme ça, oui. Les Américains sont en position de faiblesse et les Russes en position de force. Ils ont déjà lâché beaucoup de choses et ils ont déjà lâché beaucoup de choses en campagne électorale. Trump, je les confonds, Trump se présente comme l'homme de paix. Il ne peut plus envoyer des soldats. Alors que dans une négociation, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On annonce, je vais remplir l'Ukraine d'armes et de soutien militaire, mais si tu veux, je vais quand même négocier avec toi. Il n'a pas fait comme ça. Il l'a déjà dit, il n'y aura pas d'engagement militaire américain. On va interrompre l'aide vis-à-vis
vis-à-vis de l'Ukraine. De fait, il a déjà joué certaines cartes. Il les a jetées même à la poubelle. Il les a même pas mis sur la table. Et du coup, cela donne un avantage à Vladimir Poutine. Vous parlez des concessions que Trump aurait fait à la Russie, ce qui est officiel et ce qui est officieux. Selon le Financial Times, Trump pourrait accepter le retrait des forces de l'OTAN des pays baltes. On sait que ça, c'est la revendication des Russes depuis toujours. Ça fait partie de ces requêtes formulées par Moscou. Ce serait une sacrée concession faite à Vladimir Poutine, ça, non? Écoutez, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse accepter une concession pareille. S'il devait y avoir cette question sur la table, les Européens devraient dire non. S'ils ne disent pas non, alors je veux dire, ce serait la défaite la plus totale pour tout l'Occident, les Américains, les Européens, etc. Je n'arrive pas à imaginer une concession pareille. Ce serait du bluff? J'espère, je l'espère, franchement.